Beauté au tep, Djamboamos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez bien pour ce nouveau parcours que l'on recommence encore aujourd'hui dans les podcasts channel. Voilà. Donc, nous allons commencer effectivement cette rentrée de ma séance podcast channel avec cette thématique sur le panthéon égyptien, collection des personnages mythologiques de l'ancienne Égypte. Bon, de Kémet si vous préférez, mais bon, eux, c'est de l'ancienne Égypte, qui est un texte explicatif qui a été rédigé par Jean-François Champollion le Jeune et les figures d'après les dessins de M.L.J.J. Dubois. Donc, après s'être séparé de Chérubini, vous vous rappelez mes séances sur le livre de Nation et Agriculture, je pense que comme il a compris que Chérubini était un peu à côté de la plaque, après bon, chacun cherche ses intérêts. Chérubini voulait chercher un poste au gradé dans les beaux-arts, ce qu'il a eu. Il a eu ce qu'il voulait. Bon, voilà, ce sont les choses de la vie. On ne sait pas toujours avec qui est-ce qu'on travaille. Bon, du moins, on a une certaine idée. Après, à la fin, voilà. Donc, nous allons essayer de lire l'introduction de ce texte pour vous donner une idée et pour voir si vous avez envie plus tard d'aller lire ce livre. Attention, tout ce qui sera écrit dans ce livre, il y aura quand même des petits ajustements à dire, du moins, de toutes petites, de toutes légères. Et après, vous irez continuer vos recherches. Vous savez qu'il y a professeur Ekmire, il y a Théophile Obenga, il y a Mutunde, il y a toutes ces personnes-là, il y a Bodibon Baribok, il y a surtout le frère Djiouti, le frère Tot. Il y a également d'autres frères de plusieurs chaînes et qui ont écrit, qui ont rédigé, bref. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de camitologues, je préfère dire camitologues. Excusez-moi de dire pourquoi je préfère le dire. Pour moi, l'égyptologie, pour ceux qui ont suivi mes précédentes séances, c'est vrai un peu saccadé lorsque j'expliquais pour moi ce que c'est que l'égyptologie. Donc, c'est une science qui a permis au locoderme de pouvoir établir ce qu'on appelle vulgairement la suprématie blanche, que moi j'appelle le système de la pauvreté locodermique typo-caucasienne de base d'abord. Après, c'est ajouté effectivement ce qu'on appelle les Arabes, parce que eux, c'est les Arabes revendiquaient dans cette mythomanie, et aussi les œuvres bridées locodermes. Donc, nous avons un ensemble de groupes locodermiques qui se sont donc assignés à cette rôle de la mythomanie. Vous allez comprendre pourquoi je parle des œufs bridés locodermes, parce qu'ils sont pas loin aussi d'être dans le game. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas très bien les recherches des œufs bridés locodermes dans cette histoire. Donc, nous sommes dans une situation, une période, du moins, il faut comprendre que ce livre n'a pas été totalement fini aussi parce que Champollion, il est mort très très jeune. Et c'est pour ça que, bon, pour vous rappeler un peu le phénomène, j'ai décidé aussi de vous faire une légère biographie de Champollion le Jeune. Je ne l'avais pas fait dernièrement parce que, bon, il était plus important de comprendre les textes de Cheikh Anta Diop que de comprendre ou de savoir qui était Champollion le Jeune. Mais c'est aussi bien que, bon, vous ayez une idée de qui sont ces personnes, chacun à leur tour. Peut-être Rienzi plus tard, peut-être après le conte de Volney, etc. Mais bon, voilà. Il y aura aussi Maspero avec sa mythomanie qu'on va réexpliquer. Et je vous avais déjà fait un peu la biographie de qui était Karl Lepsius, Richard Karl Lepsius, celui qui a fait par les études d'ostéologie le lien entre les habitants de ce qu'on appelle cardinalistiquement le Nord. Vous savez très bien que ni le Nord, ni l'Ouest, ni l'Est n'existent en réalité, mais bon, ça, ce sont d'autres données géographiques qu'on va vous expliquer un autre jour, lorsqu'on va venir par les études géographiques qui sont plus ou moins ce que je maîtrise assez, comme la technique artistique, les techniques de représentation. Donc, Karl Richard Lepsius avait fait le lien entre le Nord, ce qu'on appelle le Nord, et ce qu'on appelle le Sud de Kamagachopa. Et donc, il a vu par les ossements des habitants du Nord et avec les peaux qui sont restées, parce que vous savez très bien que la momification, c'est un processus malgré tout qui garde les tissus génétiques, les tissus du corps humain restent sur la peau, restent sur le corps, ça a juste séché, mais ça reste avec toute la constitution ADN. On peut retracer, on peut avoir la forme, le visage des personnes qui ont été à cette époque. Ce n'est pas impossible, il est vrai. Il est vrai que la locodermie a un peu embrouillé les choses. Ils ont fait de faux rois, de fausses reines kamites, et ils ont plutôt locodermisé, etc. On vous raconte pas tout en camon, etc. Bon, ces derniers temps, quelques locodermes ont réussi à faire des reconstitutions 3D grâce à l'IA, à l'intelligence artificielle. Vous avez eu une certaine idée de à quoi est-ce que ces rois et reines ont ressemblé dans le passé. Également, il faut aussi noter une réalité. Il faut comprendre que à une certaine période prédynastique, etc., il est vrai, avec l'arrivée des invasions perses et grecques, que les locodermes ont commencé à devenir rois et reines d'Égypte.
du moins de ce qu'on appelle l'Égypte. Et il faut aussi comprendre une chose. Avant, il y avait les rois de Kémet. Là, c'est moi qui ajoute mon hypothèse. Parce que nous, on aime dire les pharaons. Vous comprenez, pharaon, ça c'est aussi un mot qui est venu de ces peuples Ixos, ces envahisseurs. Donc, les pharaons, c'est ce mot-là qui a permis de commencer à scinder la période kémite, donc des dynasties kémites, et la période locodémique. Donc, les pharaons, la venue du pharaonisme, c'est la période hellénistique. Parce qu'aucun roi de Kémet ne s'appelait pharaon. Ça, c'est le locodème qui est venu avec. Et même, il ne s'appelait pas Égypte. Donc, le mot Égypte est venu avec la vision hellénistique. Donc, ce qu'on appelle vulgairement l'Antiquité. L'Antiquité, c'est la période hellénistique où le locodème a su apprendre à lire et à écrire, la période du bronze. Il ne savait même pas qui est-ce qu'il était perdu. On vous a déjà fait un bref résumé de l'âge de bronze. Donc, c'est à ce moment-là que le Néandertal caucasoïde ou le caucasoïde, et je dirais même toute la branche caucasoïdale qui va effectivement de ce qu'on appelle vulgairement le caucasien type européen, de ce qu'on appelle vulgairement le caucasien type zubridé, le caucasien type arabique et les métis. Donc effectivement, on va commencer ces embranchements-là, diminuer la portée réelle, le sens réel de ce qu'était cette dynastie, qui était ce royaume, cet empire, cette société, ce peuple mélanoderme qui s'est perdu, qui s'est affaibli, qui a fui par rapport aux litiges et aux combats, etc. Donc, nous allons un peu revenir tout légèrement sur la bibliographie de qui était Champollion le Jeune. Et après, on va entrer dans le texte. Mais bon, comme j'ai dit, par rapport à la définition de l'égyptologie, c'est dans cette science, comme vous l'avez compris, qui a mis en avant le peuple locodéam comme étant ce que vous appelez vulgairement la race supérieure, dont l'espèce, moi je préfère dire l'espèce supérieure dans ces imaginaires du moment. Il est vrai que le mélanodème y croit. Bon, c'est normal parce qu'il est dans la croyance, donc il y croit. Mais pas pour longtemps. Vous comprenez, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs séances que un jour viendra, vous allez le voir par vous-même et la nature va vous faire, c'est-à-dire la nature va vous obliger à accepter la réalité. Vous allez tourner en rond, vous allez vous cacher dans les montagnes, comme disent les complotistes leucodermiques. Cachez-vous dans les montagnes parce que la grande récession. Vous n'allez pas vous cacher dans les montagnes, ni dans les fleuves, ni dans les lacs, ni hors de la planète. La nature, lorsqu'elle vous dira les noirs de vous réveiller, pleurez, tournez à gauche et à droite, faites vos trucs bizarres qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais viendra un jour où vous-même, vous allez vous réveiller et vous dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu durant toute ma vie? J'ai eu l'opportunité de me réveiller très tôt. À la fin de mon enfance, je me suis réveillée assez tôt parce que j'étais déjà assez férue de recherche et j'aimais la recherche. Donc, pour dire vrai, les trucs un peu mystérieux, ça m'intéressait. Donc, ce qui a fait en sorte que, vraiment, au tout début quand même de mon adolescence, j'ai été dans cette ambiance en fait. Voilà. Et donc, à ma jeunesse, comme jusqu'à aujourd'hui, je continue et j'aime bien, je suis passionnée de ça. Donc, les mélanodermes aujourd'hui, qui se disent égyptologues, feraient mieux de s'appeler camitologues parce que là maintenant, on va dans, comment dire, on est dans la science de qui on est dans la recherche de qui nous sommes, comme nous sommes dans le lien qu'on essaie de refaire entre notre histoire et notre vie et nous-mêmes actuellement. On doit plutôt appeler cela, je préfère largement camitologie à la limite ou recherche camite. Parce que l'égyptologie, ça, ce n'est pas notre science. Ce n'est pas notre fondement, ce n'est pas notre histoire. Moi, je préfère, je le dis réellement, si je dis même Théophile Obenga, je dirais le camitologue Théophile Obenga, ou Dumbi Fakoli, le camitologue, ou je ne sais pas, le camitologue. Je ne dirais pas l'égyptologue. Il est vrai que malheureusement, dans les papiers locodermiques, on doit le dire en tant qu'égyptologue, etc. Parce qu'on est, pour le moment encore, sans se mentir, dans le voile sec. Mais je dirais proprement dit, les mélanodermes qui font des recherches fouillées sur l'histoire du mélanoderme et qui vont même à la source l'Égypte antique, bon, de ce qu'on appelle Kémet d'avant, je préfère les appeler les camitologues. Et il est vrai que maintenant, à la suite de l'arrivée des pharaons, là maintenant je dis pharaons, dont je parle des locodermes, il est vrai que bon, maintenant, le mot a été changé en Égypte. Et le royaume qui était avant l'âge s'est disloqué. Oui, parce que l'Égypte n'était plus ce grand royaume d'avant avec toutes ces régions, avec toutes ces terres. Quand les envahisseurs viennent quelque part, il y a dislocation à la société, il y a séparation, il y a des envies, il y a l'ego, il y a l'égoïsme,
etc. qui naît. Et donc, ça fait en sorte que la répartition d'un territoire n'est plus le même comme avant. Or, les terres étaient unifiées avant. Maintenant, bon, les terres sont séparées, disloquées, éparpillées. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va commencer et je vous invite à liker, à partager la podcast channel. Je vous remercie. Quel est Jean-François Champollion? Jean-François Champollion, dit Champollion le Jeune, il est né le 23 décembre 1990 à Figeac, qui est une sous-préfecture, une commune du département du Lot en région Occitanie. Donc, il est mort le 4 mars 1832 à Paris et c'était un égyptologue français. Lui, on va laisser dans l'histoire de l'égyptologie parce que c'est un locoderme type éphérien. Il paraît-il, d'après l'histoire, que c'est le premier à déchiffrer les hiéroglyphes. Vous avez compris que dans d'autres recherches, effectivement, du frère Sidoyen, de Dibon-Barik, etc., que le locoderme n'a pas typiquement bien déchiffré les hiéroglyphes, les Medunetiru, les Medunetala, tout ce que vous voulez. Donc, ils n'ont pas bien déchiffré ces écritures dans l'écriture divine. Je vous renvoie donc chez ces frères qui, entre-temps, font les études de Medunetiru. C'est pas chez moi que vous allez découvrir comment est-ce qu'on lit les Medunetiru. Ceux qui connaissent déjà Dimbombari, Mbok. Et donc, il y a aussi le frère Sidoyen, également avec sa méthode Sidoyen. Donc, il y a beaucoup de méthodes. Il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de méthodes de lecture. Il y a la méthode de Dimbombari, Mbok. Il y a la méthode de Sidoyen. Mais effectivement, aussi, c'est bien d'aller voir le linguiste Théophile Obenga, qui également a d'autres de ses frères qui font la recherche dessus. Donc moi, je suis là dans l'étude du phénomène comportemental pour que le mélanoderme sorte des schémas d'illusion, etc. Mais en même temps, il est important aussi de revenir sur cet aspect du passé. Quand je reviens sur le passé, c'est pour décrire le comportement de ces habitants du passé, faire la corrélation avec le lien présent, en fait. Donc, mais sur les histoires de linguistique, il y a des frères qui sont franchement doués dans ça. Moi, je ne suis pas douée dans la linguisterie, excusez-moi. J'apprends comme vous la linguistique, mais effectivement, ça ne sera pas de mon domaine. Donc, j'espère que ça c'est clair. Les hiéroglyphes, ça c'est le mot que la locodermie a décidé de prendre pour expliquer ce que c'est que les Medunetiru, dans les caractères sacrés, Medunitara, etc. Donc, il faut comprendre que eux, ils ont leur vocabulaire pour expliquer le phénomène de nos frères et de nos sœurs. Et lui, il a dit qu'il s'est beaucoup inspiré de la langue afro-asiatique, mais plus proprement la vision asiatique, ce qui a fait en sorte que les gens plutôt liaient la connaissance de ce qu'on appelle l'Égypte aux populations asiatiques, notamment pas forcément afro-asiatiques, mais quand on dit asiatique, ils appelaient plus la Mésopotamie, ces terres-là, ces lieux-là, etc. Donc, pour toujours éloigner le fait que l'Afrique, du moins Kama Kachopa, était à l'origine effectivement de l'écriture, ce qui est vrai puisque Kama Kachopa est à l'origine de l'écriture. L'Antiquité est la période où le locoderme a commencé à aller écrire. Hormis de cela, il était dans la préhistoire, donc ce que les gens appellent vulgairement la préhistoire, le moment où personne ne savait lire écrire. C'était pas que c'était personne, c'était que c'était le locoderme qui ne savait ni lire, ni écrire, rien du tout. Il était né, puisque son être est récent dans l'histoire de l'humanité, son être est récent, comprenez, sa génétique est récente, son ADN est récent dans l'histoire de l'être vivant. Environ 4000 ans, pour dire au total, environ dans les 4000-5000 ans. Donc, c'est lui qui était perdu, c'est lui qui ne savait pas, etc. Donc, c'était plus facile de dire hiéroglyphe pour expliquer l'écriture d'un peuple qui n'est pas son peuple et dont ils ont tout fait pour écarter l'origine et le lien, l'origine même génétique de ce peuple. Donc, Champollion est considéré comme le père de l'égyptologie. Donc, l'égyptologie, que je vous dis, c'est normal qu'il soit considéré comme le père de l'égyptologie, parce que l'égyptologie désigne un champ d'études privilégié dans cette branche des sciences humaines locodermiques. Donc, ça, c'est la science qui se spécifie géographiquement sur ce qu'on appelle la zone qu'on appelle l'Égypte. L'Égypte qui ne se trouve pas géographiquement ni en Europe, ni en Asie. Comme on vous le dit bien, ce n'est ni en Asie, ce n'est ni en Asie de l'Ouest, donc l'Europe, ni en Asie orientale. Kemet, ce qu'on appelle vulgairement l'Égypte, mais Kemet est encore plus vaste que le pays qu'on appelle l'Égypte, se trouve sur Kama Kachopa. Donc, ils font l'étude d'un univers qui n'est pas leur univers, qui est à l'opposé, à l'extrême opposé de leur mode de vie, à l'extrême opposé de leur manière de penser. Donc, ils étudient toujours les autres. C'est ce qu'on appelle de l'anthropologie. C'est l'image que vous voyez là,
Ça représente exactement ce que c'est que l'égyptologie. C'est-à-dire c'est la science de l'Eucoderme pour mettre à la place de l'Africain, du moins du Kamite, le Leucoderme. Donc c'est aussi un remplacement des habitants qui existaient là pour faire la théorie de l'Afrique sans les Africains. Parce que c'est important cette histoire pour expliquer la puissance de l'Eucoderme. Mais si on revient un peu aux écritures de ce que Cheikh Anta Diop avait fait lorsqu'il parlait de Marius de Fontanès, qui avait d'abord dit que le leucodermes, type caucasien de base, venaient d'abord d'Égypte. Après, ils ont fait une migration totale dont tous sont partis dans les terres européennes. Je simplifie son explication. En gros, on ne va pas mettre ces mots compliqués qui n'ont aucun sens. Et ensuite, il dit qu'ils se sont rappelés d'où ils venaient et ils sont revenus. Ils sont revenus effectivement à Sukémet, donc en Égypte. Entre-temps, il y avait d'autres populations auxquelles les barbares et berbères dont il parle et qui se sont métissés à ces populations en fait. C'est comme ça qu'il explique. Ils avaient laissé un héritage et de Leucoderme. Et après, ils sont partis et après, ils sont revenus. Ça, c'est la théorie donc, de Fontanès-Fontane. Donc, pour vous faire expliquer qu'ils ont besoin par tous les moyens d'expliquer que nous ne sommes rien, qu'ils sont quelque chose, on peut comprendre que quand vous êtes désespéré, que vous n'avez pas d'histoire, vous racontez du n'importe quoi pour avoir de l'attention. Mais il faut faire attention à ce que vous racontez parce que ce n'est pas votre histoire. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre passé. Ce qui fait en sorte que vous, bien que ce soit pour votre auteur que vous le fassiez, vous détruisez les gens derrière, vous détruisez les originels derrière, les originaux ou les originels, et vous faites en sorte que ces gens se sentent rabaissés. Donc il y a une volonté d'humilier. Je vous ai toujours dit, tout ça c'est de l'humiliation à la fin de l'histoire. On ne va pas tourner en rond, voilà. C'est une science qui se situe géographiquement dans une terre qui ne correspond pas à la génétique des personnes qui se prétendent être à l'origine de ces histoires et qui après ont balancé que leurs frères qui étaient les plus savants étaient donc les peuples grécois, les Grecs qui sont aussi une apparition très très récente dans l'histoire de la création. Moi, je ne parle pas de l'humanité, vous l'avez compris, de la création. Donc, l'égyptologie, c'est eux, c'est financé, ça, comment dire, il y a vraiment un gros lobby derrière, c'est grandement financé par des grandes maisons, des grandes familles, etc., leucodermiques, qui effectivement mettent de l'argent derrière et c'est pour ça que tous les jours, si vous faites ceux qui aiment lire les articles et fouiller les articles online, vous verrez qu'il y a beaucoup d'articles sur ces pseudo-recherches qui sortent parce que l'argent est mis de masse pour continuer cette industrie de la connerie et de la bêtisisation. Et nous savons que les Noirs, férus de la bonté, de la force leucodermique, iront lire ces conneries et appuieront les thèses des leucodermes. De toute façon, ce n'est pas faux de le dire puisque on a plein de mélanodermes qui racontent toutes les conneries des leucodermes. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, ça passe crème. Comprenez? C'est aussi l'un des précurseurs de la linguistique historique et comparée. C'est une discipline de linguistique qui étudie l'histoire et l'évolution des langues ou des familles des langues. Bon, avec eux, ils ont fait des classifications des langues et ils ont surtout mis en valeur ces langues indo-européennes que vous connaissez tous, etc. On va s'arrêter là, effectivement, pour sa biographie. Le reste, ça sera à vous-même d'aller lire et suivre. Et faites attention à tout ce qui sera écrit sur lui, comme voilà. Puis, avant de vous laisser sur la biographie, je vais d'abord vous montrer une image de Champollion le Jeune. Il y a une statuette qui a été faite à son honneur par Bartholdi au Collège de France de Paris. Donc là, on voit une statue de Champollion Figeac, Champollion le Jeune. Champollion le Jeune est debout et il a un pied qui est adossé et on va même aller loin, qui écrase littéralement la tête d'un roi d'Égypte. Cette image n'est pas anodine. Pourquoi? Parce que ça montre aussi la domination, c'est l'humiliation, c'est la domination. C'est pour dire aussi que comme déjà c'est un homme leucoderme qui est au-dessus, il a une tête, pas qu'il est en train de penser, mais au-delà, c'est une contemplation. Il est au-dessus de la tête d'un roi d'Égypte, de Kémet, et il a une posture à la fois arrogante, à la fois limite à la leucodermique, qui démontre donc que le leucoderme est supérieur, le leucoderme type caucasien supérieur au mélanoderme et donc au roi de Kémet, et que s'il est même arrivé jusqu'à déchiffrer les hiéroglyphes, mais qui n'a pas réellement su déchiffrer, c'est une vérité, je suis désolée de vous le dire, c'est une vérité, il n'a pas su les déchiffrer, et les noms
qu'il a sorti Toutankhamon, etc., ne sont pas des noms réels, parce qu'aucun Africain s'appelle Toutankhamon, etc., il faut peut-être qu'il arrive à nous distinguer la période hellénistique et la période non hellénistique. Parce qu'il a beaucoup aussi lu les périodes non hellénistiques. Et donc, je finis même par me dire que même la pierre de Rosette, il n'a pas su lire. Et que ce qu'il a écrit était à peu près, c'était une approximatisation. Il montre une supériorité. Et quand les enfants de ce collège passeront par là, ils vont se rappeler que le Caucasien est fort. Il est fort devant toute personne dite africaine, même les Maghrébins, je suis désolée, parce que concrètement dit, l'Égypte en Afrique. Donc, le codème type caucasien, même si on vous raconte n'importe quoi sur les Arabes et qu'ils ont peur des Arabes, il y a le codème, ils s'affranchissent de tout, c'est-à-dire, ils s'affranchissent de tout ce qu'on raconte, et quand ils viennent en Afrique, peu importe le coin en Afrique, ils se sentent hautement supérieurs. Vous lirez des histoires et des phénomènes qui se sont passés dans les pays du Maghreb concernant le caucasien. Et je rappelle, le Maghreb n'est pas à 100% rempli de ce qu'on appelle les métis et une branche caucasienne. Elle est aussi remplie de mélanodermes, mais vous ne pouvez pas les voir parce que, bon, vous n'avez pas les images qui sont diffusées pour. Donc, il se met là en tant que force et auteur, en tant que personnage supérieur. L'iconographie nous permet de découvrir et de décrypter ces phénomènes-là. Donc, gardez ça en tête. C'est-à-dire que le codème se sentira supérieur à l'histoire originelle, et il se mettra au-dessus de cette histoire originelle. C'est pas pour rien qu'ils ont pris le symbole de Champollion le jeune. Et lui aussi, c'est pas aussi vite, c'est pas aussi étonnant qu'il soit mort très jeune. S'il est mort très jeune, je pense qu'il y a un lien par rapport à ce qu'il a exactement fait. Parce que Champollion le jeune, il a vu, effectivement, je vous ai parlé de la Blanche de Ibn el-Moulouk, où il a vu, effectivement, la classification des habitants premiers qui existaient sur Kemet, et il a vu la dernière espèce qui est venue pourrir Kemet, qui était donc son espèce à lui, son espèce qui est une espèce inférieure. Donc il y a beaucoup de phénomènes, rien n'est fait par hasard, c'est un collège de France, c'est un grand collège, etc. Et les enfants qui sont là-bas ne sont pas les enfants de n'importe qui. Donc, on va reforger ce caractère négrophobial, et etc. Bon, on va commencer la lecture. C'était trop de bavardage. Donc, je rappelle de liker et partager la podcast channel. Merci. Donc, le titre, c'est Panthéon égyptien, collection des personnages mythologiques de l'ancienne Égypte, d'après les monuments, donc d'après les monuments qu'ils ont étudiés, avec un texte explicatif par François Champollion le Jeune et les figures d'après les dessins de Dubois. Donc, le titre est déjà problématique. On revient sur le titre. Panthéon égyptien. Déjà, panthéon égyptien. Ce mot n'existe pas de façon clairement dite dans la structure architecturale kamite. Connaissant la structure architecturale et la typologie en Afrique, il n'y a jamais eu de panthéon, du moins. Il y a eu ce qu'on appelle des monuments funéraires ou tout type de monuments, mais on ne les a jamais appelés panthéon. Panthéon, ça c'est un mot grec. Comprenez qu'en fait, l'égyptologie, c'est plus de la gréquicologie, en fait. Donc, moi, c'est un peu comme ça, c'est la gréquicologie. Donc, panthéon égyptien, ça, on est, je pense que là, il est un peu plus dans la période hellénistique, le codermique, même si je le répète, c'est vrai, il a étudié la période non hellénistique, mais il emploie beaucoup de vocabulaire de la période hellénistique. Et il dit collection des personnages mythologiques. Mythologiques, ouais, il ne faut pas oublier ça, des personnages mythologiques. Il n'y a pas de personnages mythologiques. On n'est pas dans les fables européennes, c'est-à-dire on n'est pas dans les fables grecques. On n'est pas dans les histoires gréquiciennes. On n'est pas dans les histoires romaines. Parce que, bon, à une certaine période après, est venu les empereurs romains. Quand il parle de mythologie ici c'est en lien toujours avec ces lieux gréco-romains, hein, gréco-romains limite persique, parce que c'est un foutu avec cette histoire, même les Coptes. Les gens diront que c'est de la créolisation, on va employer le vocabulaire, un mixage linguistique, comme certaines manières de parler en Afrique qui ont été mixées. Par exemple, le béti chez moi, à un moment, il était mixé à l'allemand. Donc, pour dire vrai, il y a des mots qui, comme ça n'existe pas en notre langue, béti, il y a donc un peu de l'allemand dedans, après la franciserie, donc avec un peu du français. Donc, il y a des choses comme ça.
et même un peu d'anglais. En fait, c'est vraiment un mixte de conneries. Donc, ce monsieur vient nous parler de la période de l'Égypte. De l'Égypte. Mais quelle partie et quelle période de l'Égypte? On va le découvrir. Parce que quand il commence à parler de panthéon, de personnages mythologiques, moi j'ai tendance à dire que on s'approche de la période hellénistique, ou on est déjà dans la période hellénistique, sachant bien qu'il étudiait l'ancienne dynastie avant la dynastie hellénistique. Donc, c'est déjà bizarre lorsqu'il parle de mythologie, on s'attend à Grec, à Zeus, etc., et à conneries. Parce que comme il n'a pas aussi bien décrit la situation de la création de l'univers kamite, bon, du moins, c'est ce que lui il appelle égyptien, alors il faut comprendre que tout ce qu'il va raconter sera une sorte d'approximatif. Je vous renvoie au frère Toth pour une explication un peu plus poussée et un peu plus profonde. Malheureusement, c'est pas avec Champollion que vous allez connaître les choses, mais c'est pour que vous compreniez et que vous voyez un peu ce que ces gens ont écrit et dit sur nos frères. Petit mot. Cet exemplaire est mis en ordre. Tout doit être relié tel que le voici. Comprenez que je suis en train de lire une écriture que même mes yeux sont en train de se gâter, mais également c'est pour vous faire connaître les mots qui se sont dits dans le passé. Bon, au péril de ma vue en fait. Bon, les numéros qui manquent appartiennent à des livraisons suivantes, dont la mort de l'auteur a empêché la publication, quoique d'ailleurs, tous les matériaux destinés à le composer sont nets entre les mains, ou sont mises peut-être nettes entre les mains de la famille de Champollion, et que j'ai même les planches de la livraison, de la 19e livraison. Donc, probablement, je ne sais pas si la famille Champollion existe encore de nos jours. Peut-être qu'ils ont changé de nom. Vous savez, il y a des familles qui changent de nom pour des raisons particulières. Voilà, c'est comme des pays qui changent de nom, après qui vont s'excuser derrière que bon, on a changé de nom, on n'est plus comme ça avant, ou des sociétés leucodermiques pour ne pas être accusées de crimes, etc., changent de nom. Par moment, elles se délocalisent, par moment, elles ne se délocalisent pas, elles changent juste de nom, comme ça pour expliquer que bon, ça c'était avant, comme ça on ne va pas les poursuivre en justice, etc. Vous comprenez? Donc, c'est aussi une technique, je vous dis ça, c'est pas caché, de toute façon. Beaucoup de sociétés leucodermiques le font, les sociétés qui sont en Afrique, les sociétés qui sont en Asie, notamment dans les pays qu'on appelle les pays zigzag. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est vrai que certains ne sont plus dans la zone zigzag, mais on les considère encore par rapport à leur manière et leur méthode de vie comparée à la vision occidentale comme des pays zigzag. Ou, par exemple, si vous êtes des modèles comme, entre guillemets, le Japon, la Corée du Sud, vous ne serez pas considérés de pays zigzag. Vous voyez ce que je veux dire? Or, malgré tout, ils sont zigzag. Bref, c'est pour que vous compreniez de façon vulgaire. Donc, il continue, il dit, il est arrivé plusieurs fois que quelques planches et le texte qui contient son explication sortent des numéros différents, ce qui n'est qu'une négligence peu importante, facile à repérer, écrit Dubois. Donc, c'est Dubois qui écrit cela après la mort de Champollion. Bon, Dubois, vu que c'est un peu compliqué, son nom, bon, on n'a pas son prénom et son nom pour faire la recherche. Si j'arrive à trouver prochainement, on essaiera de vous dire vulgairement qui est Dubois. Conditions de la souscription. Le prix de chaque livraison composée de 6 planches colorées et de 12 pages de texte format IN4 est fixé et pris à Paris à 10 francs. On tirera un très petit nombre d'exemplaires sur papier vélin et texte planche, format IN4, dont le prix sera de 20 francs. L'ouvrage sera composé d'environ 200 planches et de 450 pages, oui, j'ai oublié de dire. Et donc, pour souscrire, il faut s'inscrire. Voilà, pour souscrire, il faut s'inscrire. Donc, Monsieur Dubois, rue de Savoie, Saint-André-des-Arcs. Ok, on commence. Panthéon égyptien. Amon, Amon-Ra ou Amon-Ré. Ce sont des noms que vous connaissez tels quels, c'est-à-dire vous connaissez cela en tant que Amon, Amon-Ra, Amon-Ré. Et donc, si vous voulez connaître le véritable nom, allez faire les études ou inscrivez-vous effectivement aux travaux et recherches de Dimon Baribok ou de Sidoyen ou, bon,
allez voir ou essayez de vous initier chez le frère Todd, j'ai envie de dire, si vous essayez de connaître les véritables noms, ou essayez d'aller voir chez Kala Motunde ou Théophile Obenga, voilà. Donc c'est juste pour vous dire, ou encore, allez voir le Sèche-Rec Mireille pour apprendre et connaître les véritables noms. Parce que bon, ça, ce sont des noms vulgarisés leucodermiques que vous connaîtrez et que vous connaîtrez pour le moment. Voilà, donc ceux qui ont fait les études et qui travaillent déjà avec ces professeurs savent que c'est pas le véritable nom Amon, Amonra, Amonré. Bon, voilà. Donc déjà, s'il a mis ces trois noms-là, ça veut dire qu'il ne sait pas proprement si c'est Amon, Amonra ou Amonré. Donc lui-même aussi, il est en pleine réflexion, du moins il l'était. Bon, il était quoi, il est mort. À tête humaine. Ce dieu de forme humaine est ici représenté assis sur un trône. Avant de commencer, je dois d'abord vous... chaque fois, j'oublie de vous le dire. Le locoderme pense que les mélanodermes pratiquaient le polythéisme, c'est-à-dire ils pensaient que les rois de Kemet pratiquaient le polythéisme. Or, en fait, vous avez compris que Imana, qui est la puissance créatrice, le début et la fin de la création de l'univers, est une seule forme, c'est-à-dire c'est un seul être qui a créé des manifestations de son être. Dans les manifestations de son être, pour expliquer la puissance ou le phénomène de la création tel que vous et moi nous connaissons. Ce n'est pas qu'il s'agit de plusieurs entités, il s'agit d'une seule. C'est une seule entité qui a pris plusieurs formes pour nous expliquer effectivement sa connaissance. C'est tout. Il ne s'agit pas de plusieurs dieux qui sortent ex nihilo comme dans la mythologie grecque ou romaine ou la mythologie japonaise, asiatique, la mythologie des pays leucodermiques. Il ne s'agit pas des histoires embrouillées comme ça, il s'agit d'un seul être qui, pour expliquer sa puissance, crée des manifestations, crée des énergies, des sphères énergétiques de lui, pour qu'on arrive à comprendre point par point l'énergie ou point par point l'équilibre de l'existence de la vie. Je ne dis pas terrestre et je ne dis pas humaine, parce qu'il y a beaucoup d'autres espèces qui existent sur cette planète ou qui existent dans cet univers et je ne peux pas me restreindre à l'humanité. C'est pour ça que pour moi, ce mot-là, l'humanité, c'est trop restreint, ça limite, ça bloque et ça empêche les autres espèces qui existent à exister. Donc, moi, je parle des espèces de la création, en fait, de l'Imana, dans les créatures du Créateur. Donc, dans la logique de la leucodermie, il s'agit donc de plusieurs entités qui sortent de nulle part, alors qu'en fait, il s'agit d'une seule et même entité. Dans l'être qu'on appelle vulgairement l'être vivant, bipède, sapiens ou même qu'on appelle vulgairement l'animal, il y a dans chaque espèce un conscient, c'est une manifestation, la manifestation consciente qui dit les choses qu'il faut dire dans le politiquement correct, plus ou moins. Il y a l'inconscient, c'est-à-dire c'est l'état qu'il sait, qui connaît mieux que quiconque la réalité sur lui-même, mais qui reste caché et dissimulé. Vous voyez? Donc c'est lui qui est dissimulé. Il est dans les profondeurs, il est dans les méandres, il est dans les néades, comme dit le frère Todd. Donc, tout ça est dans ce qu'on appelle l'être vivant. Et il y a également le paraître. Donc, ce qu'on présente, ce sont des entités qui font partie de l'espèce vivante. Et il y a l'être invisible, il y a l'être visible, qui sont les mêmes manifestations de un seul être, c'est-à-dire de cet être unique. Unique. Voilà. Donc, il faut quand même dire que nos ancêtres étaient assez intelligents pour arriver à expliquer un phénomène aussi simple, mais en expliquant de manière, j'ai envie de dire, au-delà. J'avoue que je n'ai pas souvent les mots, souvent j'avoue, je n'ai pas les mots. Donc, on revient à la logique maintenant leucodermique, c'est pour que vous compreniez la différence. Donc, il dit ce Dieu. Quand il dit ce Dieu implique que derrière, il y a plusieurs autres. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il a mis Dieu avec des minuscules. Après, il faut aussi comprendre que le leucoderme, il est dans une vision de rechercher une puissance bizarroïde. Donc, Dieu n'est pas le véritable mot. Le créateur, c'est le créateur. Le mot Dieu a été principalement créé pour établir ce qu'on appelle la puissance religionnaire, dont l'entourloupe de l'esprit,
la manipulation des cerveaux. Et c'est pour ça que le mélanodème doit comprendre que lui, il est spirituel. Il n'est pas une espèce d'une autre forme. Et donc, il dit, ce Dieu de forme humaine, vous voyez, le mot humain, c'est un mot très limité. C'est pour ça que, bon, c'est vrai, vous allez rester dans l'humanité. Je comprends qu'il y a des gens qui restent dans ce type de vocabulaire, mais moi, ce n'est pas proprement dit mon vocabulaire. Donc, ce Dieu de forme humaine est ici représenté ici, assis sur un trône, comme le sont pour l'ordinaire toutes les grandes divinités de l'Égypte. Donc, il y a quand même un problème ici. Il parle de ce Dieu, donc ce qui stipule qu'il y a plusieurs autres dieux, et après, il parle de divinités. Or, les divinités ne sont pas des dieux. Les divinités, ce sont des manifestations d'un seul être unique. Vous comprenez? Ce sont les manifestations d'un seul être unique. Et là, déjà dans son vocabulaire, il vient en même temps de ce, comment on appelle ça? De ce contrat. Bon, il a fait une sorte de différenciation. Bref, excusez-moi, souvent le français, c'est une langue que j'oublie très vite. Donc, on continue. Sa carnation est bleue, couleur propre à ce personnage. À sa barbe est figurée par une appendice noire, caractérise les divinités mâles. Et, je l'ai dit masculin, mâle, ça c'est, je dirais masculin. Vous comprenez? Je dirais masculin que mâle. Et dans les cercueils de momies, cette même appendice indique toujours une momie d'homme. Le dieu tient dans sa main gauche un sceptre terminé par la tête de cet oiseau, Aura Polon. Ici, faites attention. Il a dit cet oiseau qu'il appelle Aura Palon. Et donc, si j'arrive un peu à mieux lire, on dirait Or Apollon. Moi, je dis Aura Polon. Pardon. Aura Polon. Mais en fait, il y a Or, Aura, qui un peu me renvoie à Héra. Héra, Aura, Héra, la femme du sorcier Zeus. Et donc, et Apollon. Apollon, le fils de Zeus, l'enfant soleil. Donc, je pense que ce monsieur, il était à côté de la plaque. Mais bon, les gens le respectent, on le respecte. Il est mort jeune, il a fait des recherches. Et merci à lui, on a aussi découvert que donc c'était les mélanodermes qui étaient les premiers, etc. Bon, ok. Mais là, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à l'ocodermie. Ici, en fait, il nous parle de la Grèce, là. Il nous parle d'un peuple d'Afrique, mais en nous faisant une corrélation à la gréquerie. Donc, en fait, il ajoute de la Grèce à un peuple qui est né avant la Grèce. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu étrange, ça. Et ça, c'est déjà une erreur, en fait. Pourtant, sachant très bien que la Grèce, c'est une société très jeune. Très, trop jeune, trop récente. Il se trompe ici, en fait. Il se trompe gravissiment. Il continue en disant « Nomme Kukufa ». Sceptre commun à toutes les divinités masculines, bon, il dit mâle, du panthéon égyptien. Donc, panthéon égyptien, un vocabulaire très grec. Et qui était le symbole de la bienfaisance des dieux. Des dieux, vous voyez? Donc, on revient à ce que je vous ai dit. Il a mis Dieu, D-I-E-U, parce qu'il stipule qu'il y a plusieurs dieux et donc, il stipule, comme les fous des locodermes, que, en fait, les Égyptiens, les habitants de Kémet étaient donc polythéistes, ce qui était donc archi faux. Et donc, pour un grand chercheur, il était aussi malheureusement à côté de la plaque, malgré ses recherches. Donc, il a prouvé ce qu'on vous dit depuis, il était à côté de la plaque. Donc, dans sa main droite est la croix en C. Donc, ce qu'on appelle la croix Ankh. Mais la croix Ankh, il dit en C. Bon, faut mémoriser ce vocabulaire. Eux, ils disent que c'est la croix, la divinité éternelle. Bon, voilà. C'est aussi intéressant de comprendre la linguistique francisée et grecque. Parce que ça vous permet aussi de voir la limite. Vous comprenez? Et donc, il dit la croix en C, qui est donc le symbole de la vie divine. Bon. Ça, c'est pas linéaire, mais ça a une définition simple de la chose. Il y a dans l'âge de Mobali, Tété Manjombe qui avait expliqué la chose. Et j'avais déjà vu Tété Manjombe une fois. Il avait fait une cérémonie, il parlait de Eyo et tout. Et pour dire, c'était la première fois que j'avais vu Tété. Et donc, quand je l'ai revu dans le l'âge de Mobali, j'ai été émerveillée parce que je me suis dit, mais ce type, je le connais, je l'ai déjà vu. Donc, il en parle dans une vidéo de la croix Ankh et je crois aussi que Toth l'avait dit une fois.
Et c'est aussi intéressant de les voir en vrai parce que quand vous les connaissez qu'à travers l'écran, bon, c'est un peu bizarre. Mais moi qui les ai déjà vus, c'est sûr qu'il ne se rappellera pas de moi. Effectivement. On va continuer de vous faire la lecture. Donc, sa tête est ornée d'une coiffure royale surmontée de 2 grandes plumes. Je vous montrerai les images un peu plus tard. Donc, surmontée de 2 grandes plumes peintes de diverses couleurs de la partie postérieure de sa coiffure. Dessin une longue bandelette bleue. Son col est orné d'un collier parfois très richement décoré. Sa tunique, d'abord soutenue au-dessous du sein, au moyen de 2 bretelles, est fixée vers les hanches par une ceinture bleue. Des bracelets ornent le haut de ses bras et souvent aussi la naissance du poignet. On reconnaît ici le démiurge égyptien. Vous vous rappelez le mot de démiurge égyptien? Bon, on va un peu vous expliquer ce que c'est que ce mot. De façon simple, ça signifie le créateur, la déité qui signifie un dieu, un être supranaturel qui dépasse l'entendement dans la puissance divine, la base de la base, responsable de la création de l'univers, la toute-puissance unique et seule, le début, la fin, le milieu, etc., l'infini, infinité. Et il signifie l'ensemble de la création, c'est-à-dire le créateur. Il n'y a pas beaucoup d'explications, c'est trop du blablatage, mais c'est le créateur. Dans la vision locodermique, c'est l'ensemble, c'est défini comme le créateur du monde au début du récit d'un ensemble de mythes religieux, alors qu'ici, il ne s'agit pas de mythes religieux. Par exemple, dans ce qu'on appelle vulgairement l'Égypte antique, donc Kemet, l'histoire égyptienne commence par la force suprême Atum. L'atome, l'entité unique, qui est l'entité de la création de l'univers issu du Noun, l'océan primordial, les Néades, et il vient à la vie en prenant conscience. Donc il était dans l'état de non-conscience et il est venu à la conscience, donc il est venu à la lumière. On vous renvoie toujours à ce que disait le frère Thoth. Donc, c'est un être qui était d'abord dans son être lui-même, il était dans son monde de l'inconscient, mais avec toute sa réflexion, mais dans son univers non conscient. Et un jour, il a pris conscience de sa capacité à lui-même. Et donc, il a commencé à se manifester en plusieurs entités. Ces entités sont les créations que nous voyons aujourd'hui, les étoiles, etc., tous ces phénomènes, toutes les planètes, toutes les choses que vous voyez, vous et moi aujourd'hui, dont on appelle ça le vivant. Le vivant qui vit de façon intrinsèque avec son intelligence donnée par la puissance unique. Donc, l'existence par le verbe, la pensée, qui a tout créé. Et donc, pour la locodermie, c'est ce qui renvoie à cet ensemble de mythologie égyptienne. Or, la mythologie égyptienne n'existe pas. Parce que c'est quoi le problème? Le problème, c'est dans le mot. Le mot, c'est mythologie. Et la mythologie n'existe pas. Voilà. Et la mythologie, c'est très grec. Vous comprenez? C'est très européenne, du moins asiatique de l'Ouest. Et asiatique dans l'ensemble. Ou des peuples asiatiques. Égyptienne, pareil. Puisqu'avant, il ne s'appelait pas égyptien. Donc, si vous demandez à un kamite d'avant, avant la période hellénistique, de savoir qu'est-ce que c'est que l'Égypte, ils ne vous répondront pas parce que l'Égypte n'existait pas. Et l'Égypte n'existe pas pour eux, puisque ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et dans ces manifestations de la puissance de la création du Créateur, Imana, c'est ces ensembles de ce qu'ils appellent les plusieurs dieux, hein, vous comprenez, les plusieurs dieux, dont Atum-Re, Thoth, Ta, Amon-Re, Noum, etc. Donc, c'est comme ça qu'il définit la chose. Or, ces entités-là ne sont pas des dieux créés comme ça ou qui viennent de je ne sais pas où. Ce sont des manifestations de la conscience, de l'état de conscience, de la puissance créatrice. Deux choses différentes à comprendre, c'est quand même assez clair, je trouve. Je trouve que c'est assez clair. Mais comme ils sont dans, comment dire, ils projettent leur manière de vivre sur l'autre, alors eux, ils ont plutôt compris que
ces ensembles de divinités qui ont été dessinés là sont en fait plusieurs dieux alors qu'il ne s'agit pas de plusieurs dieux. Et c'est malheureux que plusieurs Africains aujourd'hui perdent leur temps à réciter des trucs qu'ils ne comprennent pas. Du moins, c'est les Noirs, les Africains, les Noirs d'outre-mer, etc. Bon, par chance, certains apprennent, mais il y a beaucoup qui y pensent et ils y croient, j'ai envie de dire, puisqu'ils sont dans la croyance, ils y croient en ça. Et c'est pour ça qu'ils disent que, franchement, les Kémètes d'avant étaient des polythéistes, des sorciers, etc. Or, c'est du phénomène Oussaré, qu'on a transformé en Osiris, qu'est sorti le phénomène imaginaire qu'est Jésus-Christ. Et ça, peu le savent. Parce que bon, c'est vrai, il faut que le mythe continue. Il faut que le mythe continue, malheureusement. Bon, c'est ainsi pour le moment. Je dis bien pour le moment. Donc, on reconnaît ici le démiurge égyptien, le dieu créateur du monde, décrit trait pour trait par Eusèbe dans la préparation évangélique. Vous voyez, Eusèbe dans la préparation évangélique. Et si on cherche qui était Eusèbe, on va voir que c'était quelqu'un qui était en lien avec la vision religionnaire. Parce que s'il met ça en lien avec la préparation évangélique, or la préparation évangélique implique que derrière, on est déjà dans le cadre religieux, dans la création du mythe qu'il y avait, le mythe Jésus et le mythe Allah, etc., les 72 vierges. Donc, on est déjà dans cette configuration-là. Et également, le mythe des sociétés septiènes, etc. Les 3 premiers caractères de la légende hiéroglyphique, placés devant l'image du dieu, D-I-E, donc comprenez ce que je dis derrière, forment son nom propre ordinaire et se lisent Amen ou Amon. Vous savez très bien que ces mots, ces noms n'existent pas. Amen, Amon. Mais donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et en fait, il le tire parce que comme il s'inspire du vocabulaire afro-asiatique, notamment asiatique, et je vous rappelle que les premières visions religionnaires viennent d'Asie, donc il faut comprendre que ça explique pourquoi ils ont sorti ces mots Amen, Amon. Donc Amen, Amon qui veut parler, qui veut expliquer, ça signifie le cacher, le secret, donc des êtres du secret, ça veut dire ce qui est dans le secret. Les 2 signes suivants font souvent partie de ce nom qui se lit alors Amon-Ré, Amon-Ri, Amon-Ra. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de donner trois manières de lire? Parce qu'il n'a toujours pas su, peut-être qu'il n'a pas réussi à décrire effectivement cette manière, cette écriture. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une écriture qu'il peut facilement comprendre. Il n'est pas initié, il ne comprend pas. Ces gens ne comprennent pas ce monde. Alors, il va faire de ce qu'on appelle la théorie comparée ou un décryptage comparatif, puisque effectivement, vous avez compris que Champollion, il a fait des études de linguistique comparée, linguistique historique comparée. Donc, il a fait des petites alliages. Il a peut-être même fait ce qu'on appelle la créolisation sans savoir pour arriver à décrire une langue qui n'est pas sa langue et qui ne comprend pas et qui n'a jamais compris. C'est ce nom que les Grecs ont écrit en ces caractères que même moi je n'arrive pas à lire. Je vais faire semblant de lire. Anouv, Anouv, Anouev. Voilà, on a dit que j'ai lu les Grecs. Voilà. En considérant cette divinité égyptienne comme identique avec le Zeus, le Jupiter des Latins, dans la théologie égyptienne, Amon, dont le nom signifiait occulte, donc occulte qui signifie caché, comprenez, occulte qui signifie caché, donc dans le monde du caché, quand vous dites Amon ou Amen, vous dites caché. C'est parce que c'est le monde du caché, c'est le mystère, c'est le monde des mystères. Et peut-être que mystère ne signifie pas cette manière d'écrire, mais bon, voilà. Donc, occulte, caché. Pas occulte des sciences occultes sataniques, sectaires, septiènes, locodermiques, non. Donc, c'est dans le mystère qu'est la vraie connaissance, du moins, qu'est le savoir ultime. Donc, suivant l'Égyptien Manéthon, était le premier et le chef des dieux, vous voyez, et le chef des dieux. Et même pour vous faire comprendre qui est Manéthon, parce qu'il faut aussi comprendre d'où vient la personne et l'époque, parce que Manéthon venait de la période hellénistique. Donc lui, à la limite,
il était grec. Vous comprenez, là, on était déjà dans la période hellénistique, sous le règne de Ptolémée. Donc, sous le règne de Ptolémée II. Donc, ça veut dire que c'était fini. Et là, les descriptions que l'on va avoir là maintenant sont les descriptions gréquiciennes. Et là, c'est fini en fait. Puisque là, ici, c'est donné de Manéthon. Manéthon qui a travaillé sous le règne de Ptolémée II. Et à Ptolémée II, on était déjà dans la vision gréquicienne. Et donc, c'était fini en fait. Les invasions ont été faites. Et l'histoire, la description de ce monde de Kémet n'existait plus. Parce que même les Grecs, quand ils sont venus s'initier, ils n'ont rien compris. Donc, on ne peut pas attendre que les gens qui n'ont rien compris comprennent l'explication donnée. Ils auront certes une idée d'un savoir, mais ça ne sera plus le même savoir. C'est comme l'Ouroboros, je vous l'ai dit. L'Ouroboros et ce qu'on appelle le Noun, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, le serpent, le python qui tourne indéfiniment, ce n'est pas la même explication. L'Ouroboros, c'est une explication gréquicienne. On est dans la vision là, locodermique, le serpent qui se mord littéralement la queue. Et ça n'a donc plus le même sens que son sens originel. C'est fini. Et donc, c'est ça que j'appelle les remakes. Les remakes, quoi, des films. Quand vous faites un film 10 fois, il y a par moment, au fur et à mesure, le sens du film réel disparaît. C'est comme des films que vous appelez les films woke, qui font souvent des remakes des films originels, mais qui wokisent. Et donc, ce n'est plus la même chose. Parce que des choses ont changé, parce qu'ils ont wokisé le game. Et donc, c'est ça, en fait, avec Manéthon. Malgré son savoir, il nous a quand même révélé quelques trucs, Manéthon. Mais Manéthon faisait partie de cette catégorie basse classe. Là. Donc, c'est-à-dire de bas savoir. Le Locodème, quand il vient en Afrique, il voit des choses. Mais il faut comprendre qu'il garde sa logique là. C'est un Locodème. C'est comme le mélanoderme, il peut apprendre tout ce qu'il peut apprendre du Locodème. Mais au fond, quand il fait quand même son truc, même s'il est aliéné, il fait quand même son truc à la mélanoderme. On sent quand c'est mélanodermique. Même quand un noir aliéné essaie de faire un film, un truc avec la leucodermie, il y a tout ce caractère mélanodermique derrière qu'on sent que c'est du mélanoderme. Comprenez? Donc, pareil avec Manéthon, ça sent la grecquerie en fait. Excusez le mot. Donc, Manéthon de Sébenithos, en grec ancien que je ne sais pas lire, mais je vais inventer, Maveweveve, voilà, est un prêtre égyptien du 3e siècle avant notre ère. On était au 3e siècle avant notre ère, donc c'était fini. C'était fini en fait. Donc, qui a écrit une histoire, l'histoire de l'Égypte, Aegyptiaca, voilà. Je m'en fous s'il ne sait pas lire les Grecs, comprenez, ils s'en fichent de la main dont ils disent non, on fait aussi pareil. Donc, en 3 volumes en grec, sous le règne de Ptolémée II. Mais sans doute, à la demande de son prédécesseur Ptolémée Ier, dont il a vu premier et 2, dont Ptolémée Soter, Manéthon est donc un Égyptien originaire de Sébenithos. Sébenithos, qui est une ville antique de Basse-Égypte située sur la branche sébénitique dite d'Amiente dans le delta. Mais bref, ça n'avait plus rien à voir avec l'Égypte, du moins ça n'avait plus rien à voir avec Kémet. Ici, on était donc sur la période des pharaons, à la période des prêtres. Vous avez vu, c'était un prêtre égyptien. Or, avant lui, il y avait les scribes, les savants, il y avait les chercheurs. Et lui, c'est un prêtre. Parce qu'on était dans la vision religionnaire, là. On n'était pas loin des débuts de la juiferie, qui allait entamer les débuts du christianisme. On n'était pas loin de ces périodes-là. On n'est pas loin puisque le Christ vient à la première ère, du moins à l'an 0. Mais on était déjà aux prémices en fait, à la proto-christianisance. Mais on était déjà dans la juiferie en fait. Donc le processus avait déjà commencé. Et les autres religions existaient déjà. Donc c'est-à-dire l'hindouisme, les sectes satanistiques, vos sionistes et trucs de Zion là, tout ça était déjà là. Comprenez? Voilà. Donc c'était déjà mort. Et donc Manéthon est un Égyptien, donc voilà. Et donc il a vécu dans la dernière capitale pharaonique
de Nectanebo. Donc, dernière capitale pharaonique. Vous comprenez que c'est vrai qu'on arrive déjà presque à la fin, puisqu'on est à la 3e ère. Bientôt, deuxième, première, en 0, Jesus Christ. Et donc, c'était fini. Donc, en fait, il faut comprendre que la venue de la leucodermie type caucasienne, arabique, yeux bridés, ont entamé le processus de la fin. Donc c'est ce qu'on appelle l'ère du poisson qui a détruit Kemet. Voilà. Il avait sans doute accès aux listes royales des bibliothèques, des temples, mais aussi aux contes populaires et aux propos de divers pharaons mythiques. Vous voyez, quand il parle de divers pharaons mythiques, là, il parle maintenant des rois de Kemet. Or, à cette époque, pourquoi il emploie mythique, mythe, mythique, donc qui semble ne pas avoir existé, mythique, mythe, phénomènes irréels qui ne sont pas réels. Donc, quand il dit à propos de divers pharaons mythiques, là, c'est une manière masquée de dire au roi de Kemet. Comprenez que je fais vraiment la distinction linguistique vocabulairienne, c'est-à-dire, quand je parle du leucoderme, j'emploie le mot pharaon, parce que c'était véritablement à l'époque maintenant. Et quand je parle des mélanodermes, je parle de roi de Kemet, reine, empereur, je sais pas, au truc là. Mais quand je parle des leucodermes, je dis pharaon en fait. Voilà, et je dis même Égypte, période égyptienne. Parce que là, c'était déjà l'Égypte. Mais avant, ça ne s'appelait pas Égypte. Et il ne disait pas le mot Égypte. Nuance. Et donc, c'est à Manéthon que l'on doit la division entre 30 dynasties des souverains d'Égypte utilisées par les égyptologues, avec quelques modifications des dynasties égyptiennes 0 par exemple. Donc, là, Manéthon, je crois qu'il, comme il n'a pas aussi tout bien compris, c'est une réalité. Donc, c'est lui qui a fait les classifications, entre guillemets, des dynasties, en racontant plus ou moins ce qu'il a pu comprendre, mais qu'il n'a pas bien compris, parce que lui-même, il vient de la source génétique des gens qui n'ont rien compris. Bon, voilà. Il est pourtant né sur cette terre-là, mais vous avez compris, le mot de vie n'est plus le même. Donc, limite, on va dire que c'est un ancêtre des Maghrébins que vous connaissez aujourd'hui. Donc, car elle rend l'analyse de l'histoire égyptienne plus commode, bon, on va dire qui fait comme ci, comme ça. C'est également à lui que l'on doit l'usage d'appeler Aménophis, les Aménotep, les Toutmosis, les Dieutimes, les Sésostris, les Sénoussertes. Il s'agit là en effet de transcriptions hellénisées des noms égyptiens. J'espère que vous avez compris. Donc, ce monsieur Manéthon, d'où Champollion le Jeune, Champollion Figeac, Rienzi, Fontane Fontanès, Cherubini, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que voilà, il n'a pas bien étudié, Bolner, Maspero, Karl Richard Lepsius, on va dire que tous ces gens ont quand même beaucoup lu les propos de Manéthon. Manéthon, lui, qui est le leucoderme type caucasienne grec, qui a hellénisé les noms des habitants de Kemet, qui a même mythomanisé, c'est l'histoire même des dynasties d'avant, qu'il a dit mythique pharaon d'Égypte ou des pharaons mythiques. Vous comprenez? Donc, les adeptes des Manéthons, bon, lisez Manéthon avec précaution. Et nos frères qui s'appellent Aménotep, Toutmosis, Dieutimes, qui s'appellent Toutmosis et Sostris, allez faire, voilà. Mais là, il n'a pas quand même nié ou menti, c'est à propos de Dieuti. Mais après, il a ajouté Imes, Mes. Or, vous connaissez très bien Dieuti. Dieuti, c'est-à-dire le père du savoir, qui est une manifestation maintenant du savoir de la création, Dieuti, qu'on appelle vulgairement Thoth. Donc, bon, voilà. Après, donc, c'est un peu ce que je peux vous dire sur Manéthon. Le reste, allez faire vos recherches. Donc, faites attention pour ceux qui lisent les livres de Manéthon. Donc, dans la théologie égyptienne, Amon, dont le nom signifiait occulte ou caché, souvent, l'égyptien Manéthon était le premier, le chef des dieux. Donc, l'esprit qui pénètre toutes ces choses, l'esprit créateur, procédant de la génération et à la mise en lumière des choses cachées. On va dire que c'est pas quand même faux dans la manière dont il écrit au fond,
Parce que le créateur, c'est l'entité cachée qui dévoile au jour la lumière, c'est-à-dire la connaissance. C'est ça, le créateur. C'est une entité cachée, visible, invisible, par plusieurs manifestations, qui nous dévoile la lumière, c'est-à-dire la connaissance de l'univers, de sa création, donc de son pouvoir, de son immanence, début, milieu, fin, infini en fait. Infiniment. Donc la légende hiéroglyphique qui accompagne ordinairement les représentations de cet être divin est celle qui porte notre gravure et qui signifie dans son entier Amon-Ré, Seigneur des trois régions du monde, Seigneur suprême ou céleste. Bon, Seigneur des trois régions du monde. Quelles sont donc ces trois régions du monde? Peut-être qu'il voulait dire, quand il disait Seigneur des trois régions du monde, Seigneur des plusieurs manifestations de l'existence. Bon, c'est comme ça que j'ai décrit la chose. Sauf s'il dit des trois régions du monde et il se limite à une géographie particulière dont il a plus ou moins une idée. Après, c'est selon les principes de Manéthon. Ouais, un peu le game. Or, si on part dans l'espace, on ne voit aucune région, on ne sait même pas où ça commence, on ne sait pas où on se situe, on ne sait pas où on va. Certes, il y a une orbite sur chaque galaxie, mais on va où en fait? Vous avez suivi par exemple, c'est pour ça que je vous demande de lire l'actualité, les chercheurs à la NASA ont dit que la théorie Big Bang était faux. Du moins, ils ont limité et bon, on va même le dire concrètement, ils ont dit que c'était pas totalement la vérité. Il faut comprendre que Einstein était comme ses frères, dont Manéthon et autres. C'est-à-dire, dans la cosmogonie des Dogons, on explique comment la création de l'univers s'est faite. On va revenir sur cela prochainement. Elle est à la fois complexe, à la fois simple, à la fois multiple. Mais ce qui est malheureux, c'est que comme les gens veulent aussi un peu faire le petit game, donc ils vont prendre ce qui leur semble logique, parce que le problème aussi, c'est aussi de comprendre l'ensemble du texte des Dogons, en fait, qui n'est pas facile à comprendre. Déjà, quand ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas votre culture, vous ne pouvez pas comprendre les phénomènes jusqu'à la fin. Et donc, ça peut aussi expliquer pourquoi Einstein il a pris ce qu'il pouvait prendre, ce qui lui semblait plus ou moins prenable, et il en a fait sa théorie, et il a effectivement ajouté 2-3 petits calculs pour que ça donne l'impression telle qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, eux, les gens de la NASA, eux, ils disent qu'il y a un début et une fin de l'univers. Moi, maintenant, ma question est là. Comme ils disent qu'à travers le télescope James Webb, ils ont vu et ils peuvent nous démontrer maintenant le début et la fin de l'univers. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir ces images du début et la fin de l'univers? Est-ce qu'on peut avoir l'image de la fin de l'univers pour voir où et comment ça se passe dans la suite, s'il y a une suite de l'univers? Parce que s'il y a un début et il y a une fin, moi, je veux voir l'image de la fin de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a donc à la fin? Est-ce qu'il y a un mur? On est bloqué? On veut voir le début de l'univers. Où est-ce que ça commence? Pour voir s'il n'y a pas un truc qui se passe dans ce début, en fait. Donc, les scientifiques actuels de la locodermie sont, comment dire, la science est hautement, fortement limitée. Je n'ai pas vu une science qui est aussi limitée de toute ma vie. Je comprends qu'on soit étonné chaque fois qu'on voit la science. Mais à un moment, il faut aussi se dire la vérité. Est-ce que c'est avec eux qu'on va aller jusqu'au bout de cette terre? Moi, je doute. Hein. Pour dire à un moment, je commence à douter. Et je doutais depuis, mais là, les doutes commencent à s'intensifier. On veut l'image du début et la fin de l'univers. Et on veut savoir ce qui se passe après cette fin de l'univers. On veut voir les images de ce qu'il y a derrière. Parce que s'il y a une fin, ça veut dire qu'il y a un autre parcours. Ou s'il y a une fin et que c'est fini, on veut être sûr qu'en fait, on est bloqué dans une sorte de cage. Et s'il y a une cage, ça veut dire qu'autre part, il y a quelque chose qui retient ou qui enferme ou qui bloque cette cage. Mais rien. On ne connaît rien sur le Créateur. La vision religionnaire nous dit de ne pas nous questionner sur le Créateur. Or, le Créateur s'est questionné sur lui-même. Et il a tellement vibré, telle une vibration énorme, pour se manifester en plusieurs connaissances, entités de connaissances. Donc nous, on va rester sur les approximatifs des pseudo-scientifiques, astrologues, astrophysiciens,
dont on ne sait pas ce qu'ils nous racontent, et souvent ils nous disent que le télescope James Webb est endommagé, et donc ces calculs ne sont pas toujours fiables, et donc si ces calculs ne sont pas toujours fiables, et que tous les jours vous nous dites qu'il a découvert ci et ça, alors qu'est-ce qui nous prouve qu'il a véritablement découvert ci et ça en fait? Qu'est-ce qui se passe réellement hors de la planète Terre? Ce télescope filme-t-il réellement ce qu'il faut filmer, ou est-ce un coup de pub? Donc pour comprendre l'univers dans lequel on vit, on doit comprendre ce qui se passe dans l'ensemble de la création du Créateur. Vous allez croire que c'est un peu dingue ce que je dis, mais il faut aussi vous informer à l'international, sinon vous n'allez pas comprendre. La guerre est spirituelle, elle est physique et spirituelle, elle est visible et invisible. Donc nous sommes dans une société qui est limitée, qui nous limite et qui nous empêche de dépasser ce qu'on doit dépasser en fait. On reviendra sur ces histoires de la NASA et des technologies, etc. C'est juste pour vous faire comprendre que il y a un flou immense là. Il y a un flou qui est immense et un flou qui, ça devient de plus en plus suspect. Voilà. Amon ou Amon-Ré fut la principale divinité des Éthiopiens, des Égyptiens et des peuples de race éthiopienne ou égyptienne. Là, pourquoi est-ce qu'il fait ce lien bizarre? Parce que quand on dit ou, ça veut dire que il peut s'agir de la même personne. Il n'a pas dit et, il a dit ou. Et déjà, il a dit des Éthiopiens, virgule des Égyptiens. Et il dit des peuples de race éthiopienne ou égyptienne. Qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Là, on est dans l'interprétation maintenant. Là, on est dans le mystique, pardon, pas dans le mystique, on est dans l'implicite, c'est-à-dire, ici, il nous dit que, proprement, si vous lisez bien les lignes par ligne, il nous parle des mélanodermes, il nous parle des noirs. Il nous parle ici des noirs. L'Égypte n'existait pas. L'Égypte n'existait pas. Je ne vais pas toujours rappeler Diodore de Sicile. Les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies qui fut menée en Égypte par Osiris, donc Osai. Ils prétendent même que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais que le Nil, n'entraînant dans ses crues beaucoup de limons d'Éthiopie, l'avait enfin comblé et en avait fait une partie du continent. Il ajoutait que les Égyptiens tiennent d'eux comme de leurs auteurs et de leurs ancêtres. La plus grande partie de leurs lois, c'est d'eux qu'ils ont appris à honorer les rois comme des dieux et à ensevelir leurs morts avec tant de pompe. La sculpture et l'écriture ont pris naissance chez les Égyptiens. Les Éthiopiens allègent encore d'autres preuves de leur ancienneté sur les Égyptiens, mais il est inutile de les rappeler ici. Histoire universelle, livre 3, page 337, 341, traduction Abbé Terrasson, Paris, 1758. Déjà, vous avez compris qu'en fait, l'Égypte n'existe pas. À la base, c'était ce qu'on appelle l'Éthiopie, mais après, d'autres disent, dans l'ensemble, c'était Kémet. Mais il y a quand même un truc que je dois noter avec cette traduction, parce que c'est une traduction interprétative qui n'est pas forcément toujours vraie. Quand ils disent que les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies, qui étaient donc les Égyptiens? Moi, je pense que c'est une mauvaise traduction. Moi, c'est ce que je pense. Qu'en fait, ils disaient les Éthiopiens disent que l'Égypte, cette terre-là, était une de leurs colonies. Parce qu'il faut un déplacement de la population vers ce qu'on appelle les terres maghrébines aujourd'hui pour habiter ces terres. Et moi, je pense plutôt que les habitants qu'on appelle les Bantous, les Mélanodermes, qui sont les premiers à aller sur ce lieu, ont découvert que c'était un lieu inondé. Et donc, on découvre que même le Sahara à l'époque, ce n'était pas un ensemble étendu donc du désert, c'était un lieu fertile, verdoyant. Donc, ce qui stipule que peut-être que c'était un lieu proprement dit inondé et qu'ils l'ont découvert. Et peut-être, je ne sais pas quel nom ils ont donné à cette époque, mais je doute qu'il y avait déjà des habitants en fait. Parce que c'était un nouveau départ, un nouveau déplacement de ces populations mélanodermes qui voulaient sillonner autre part. Je pense qu'il y a un problème d'interprétation, un problème de traduction en fait. Déjà en utilisant les mots Osiris,
Et je pense peut-être qu'il s'est aussi inspiré des propos de Manéthon. J'ai une impression que probablement beaucoup de personnes ont beaucoup interprété les propos de Manéthon. C'est mon appréhension parce que si cette terre-là qui était inondée, je doute qu'il y avait des habitants. Et donc les Égyptiens, quand on dit ceci, cela peut même supposer même que c'était d'autres personnes autres qui vivaient là. Or, à part le mélanoderme, proprement dit mélanoderme, de toutes les carnations mélanodermiques, jusqu'à l'albinos qui est un mélanoderme qui a juste une maladie de la pigmentation de la peau, qui donne des cancers. Donc, à part cela, je ne vois pas proprement dit, c'est-à-dire je trouve qu'il y a un problème dans cette phrase, mais c'est la preuve donc que les premiers habitants étaient uniquement que du mélanoderme. Après, il faut aussi prendre le temps de réinterpréter les anciens textes, pas parce que ce sont des anciens textes que bon, on va dire, oh là là, on va rester sur ces mots, non. Prenez le temps de les réinterpréter aussi, parce qu'il y a quand même, moi je trouve, au fond, il y a une incohérence. Mais bon, voilà. Donc ici, il est dans le « ou ». Pourquoi il utilise cette coordination en fait? Parce que le peuple qui dit éthiopien en fait, est un moyen masqué de dire mélanoderme. Donc, on a ici donc la preuve que ce sont des mélanodermes. Donc, il continue. Il dit qu'il habitait la Libye, dans ce qu'on appelle la Libye aujourd'hui, aux plus anciennes époques. Les sièges principaux de son culte furent Méroé, en Éthiopie, l'oasis de Siouya, dans la Libye, et en Égypte, Thébès, la première capitale de l'Empire. Donc, il faut aussi vous dire que les villes avant ne sont, comme j'ai dit dernièrement, pour chaque création d'une ville, il y a dû avoir abattage d'arbres, etc. Donc, il faut aussi comprendre que pour construire les pyramides, pour construire chaque infrastructure que vous aurez vue de l'histoire de Kemet partout sur le continent, il a aussi fallu effectivement violenter la nature, mais avec un respect dans les traditions. Aucune ville ne peut se créer comme ça, c'est-à-dire tracer des routes, sans devoir un peu scarifier la terre. Les images du dieu Amon couvrent les magnifiques monuments de cette ancienne cité, qui dans la théologie égyptienne, il n'y a pas de théologie égyptienne, mais bon, on est toujours dans des mots très grecs, s'appelle même la ville d'Amon. Nom que les Grecs ont assez fidèlement traduit en langue par Diospolis. Diospolis à la période des Ptolémées et autres. C'est pour ça que vous avez ces mots comme ça, Dios, Dieu, Polis. Voilà, la ville de Zeus ou de Jupiter. Diospolis. Mais je dirais plus la ville de Dieu. Donc, Dieu, pour eux, c'est Zeus et Jupiter. Lorsqu'on traduit en grec, Dieu suprême, c'est Zeus. Et chez les Romains, Jupiter. Donc, Jupiter comme Macron qui est Jupiter. Donc, c'est à Amon ou Amon-Ré que sont en effet dédiés les principaux édifices religieux de Thébès. Son image occupe les pyramidions, on est vraiment dans des mots très francisés maintenant, ou le sommet le plus grand obélisque. Obélisque, même ce vocabulaire est très grécifié, mais le véritable nom n'est pas forcément obélisque, puisque c'est un type de structure architecturale qui n'est pas propre effectivement au peuple grec. J'ai été en Italie, je peux vous dire que les obélisques, ils sont partout sur la ville de Rome. C'est sur des places, les grandes places. C'est un peu comme des tours d'appel, mais c'est, comment dire, ça crée comme des sortes de lignes de force, comprenez, comme des lignes de force. Et à chaque fois, on les retrouve sur des places publiques, dans les grandes places en Italie, à Rome, probablement aussi dans d'autres villes italiennes. Et toujours, vous savez, la différence, c'est qu'ils appuient sur ces obélisques pour appuyer et montrer la domination. Ils ont ajouté la croix de Jesus Christ. Donc, comprenez que il vaut l'héritage et sur ces obélisques sont écrits des Medunetiru, hein, donc ce sont des Medunetiru qui sont écrits et au-dessus, ils ont ajouté une croix pour dominer en fait. Comprenez? C'est une sorte de... C'est un peu comme si en fait la croix venait bloquer l'énergie réelle de la puissance de ces obélisques. Et ce sont des obélisques qu'ils ont effectivement piqués depuis Kemet. Vous savez très bien que le travail de Napoléon avait appliqué des structures
comment dire, au lieu de reconstruire ces structures-là géographiquement, structurellement parlant, en effet, il les a plutôt piquées et les a emportés en créant ce long canal, je ne sais plus si c'était le canal de Suez, je ne sais plus, qui reliait l'Égypte, donc ce qu'on appelait déjà l'Égypte, à la France. Donc, je crois que c'était Paris la capitale. Et si vous allez à Paris, vous verrez les hiéroglyphes, les obélisques. Il y en a notamment au niveau des places. C'est la même, c'est-à-dire ils ont la même constitution, c'est-à-dire ils ont la même manière de constituer ou de structurer les villes et les places dans les villes, en fait, dans les lieux publics. Donc, ça montre leur puissance, etc. Donc, c'est un peu pareil à Washington, c'est pareil en Grande-Bretagne, c'est pareil si vous allez en Belgique, à Bruxelles. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire ils ont cette manière de structurer la ville qu'ils ont piqué depuis l'Afrique. Parce qu'en Afrique, partout en fait, si vous connaissez très bien comment les villes se structurent en Afrique, on a les petites habitations, et on a la cour, pas la cour royale, mais la place publique, la place où les fêtes, etc. se passaient dans les lieux traditionnels ou dans les villages en Afrique. Et cette méthodologie, la structure de la ville, que les Locodèmes ont repris, etc., que Frobenius, en venant sur Kamakatchopa, a vu, et il était extraordinairement surpris et étonné de voir cette composition de la structure rurale, ou même la structure de chaque espace, qui a été étonnant pour lui, surtout des routes propres, sans bitume, propres et sans bitume, et où des peuples étaient respectueux et faisaient très attention à l'hygiène et à la pollution de la ville. Bref, j'ai souvent des mots que j'oublie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le pyramidion ou le sommet de la plus grande obélisque. Donc, le pyramidion, il veut dire par là la petite pyramide là. C'est-à-dire cette finalité, cette géométrie finaliste qui s'assoit sur la structure rectangulaire de ce qu'on appelle l'obélisque. Et ça finit en pointe à la fin. C'est ça qui dit le pyramidion. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Voilà. Donc, tels que ceux de Luxor, de Karnak, et le haut de ces superbes monolithes. Vous savez, les monolithes, ce sont des grosses pierres, des pierres massifs. C'est un immense bloc comme ça, qui est constitué d'un seul élément naturel, qui est rocheux de base et qui est parfois monumental et de dimension extraordinaire. Donc, ce sont des architectures par moments faites de façon naturelle ou artificiellement créées par les êtres vivants. Je reprends la phrase. Son image occupe le pyramidion ou le sommet des plus grands obélisques égyptiens, tels que ceux de Luxor et de Karnak, et le haut de ces superbes monolithes, ouvrages des anciens pharaons, donc des anciens rois de Kémet, que les Romains transportaient dans leur ville, dont ils sont devenus les plus beaux ornements. Donc vous avez compris, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les Romains ont transporté depuis un chemin qu'ils ont créé, qui relie effectivement donc ces villes africaines à ces villes européennes. Et si vous allez à Rome, vous verrez donc ces obélisques. Si vous allez à Paris, si vous allez en Angleterre, si vous allez à Washington, bon, aux Amériques, si vous allez dans les terres européennes occidentales, vous verrez ces éléments qu'ils ont volés en fait. Et donc, sont inscrits les bas-reliefs qui décorent les murs intérieurs ou extérieurs et les colonnes des temples et des palais de Thébès nous montrent le grand dieu Amon. Ils mettent le grand dieu Amon, mais bon, vous avez compris, recevant les prières et les offrandes des rois. Les prières et les offrandes des rois. Un vocabulaire à revoir. Donc, les pharaons présentés à cette divinité suprême par le dieu Phré, donc soleil, Ra, ou bien par le dieu Mars égyptien. Voyez là, vous avez compris, le dieu Phré, le soleil, ou bien le dieu Mars égyptien, on n'est plus, vous avez compris, comme il s'inspire de Manéthon, on n'est plus dans la logique kémite ancienne, mais quand même, on revoit quand même des éléments qu'ils ont copiés, c'est-à-dire, même si Ptolémée Soter a fait de son mieux pour, bon, il voulait mettre une petite touche nouvelle à la gréquicienne, on va pas se mentir qu'il n'a pas pu innover, c'est-à-dire, il a juste transformé les noms, en fait, c'est-à-dire, il pouvait pas faire mieux que transformer les noms.
Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est une vérité. Et donc, et le dieu Phré, Amon donnant aux héros du pays le signe de la vie divine, donc le signe de la vie divine c'est Ankh, en les relevant ainsi au rang des dieux. Ça, c'est les histoires vraiment de Manéthon. Les rois vainqueurs conduisant les prisonniers au pied du trône du dieu pour lui en faire hommage, enfin, dans leur légende, les pharaons prirent les titres d'enfants d'Amon, de chéri d'Amon, roi des dieux et d'approuvé par Amon. Bon, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc, et vous voyez, voici l'image dont on parlait tout à l'heure. Voilà, tout en bleu, la bleue couleur divine. Et vous voyez très bien là le dessin. On sent que c'est un mélanoderme. Vous regardez la bouche, c'est un mélanoderme. Le nez, comprenez aussi que, comme il y a des gens qui disent le nez fin c'est le leucoderme, je pense qu'il y a beaucoup de Noirs qui ne connaissent pas la génétique des Noirs. Donc, de toute façon, voilà. La couronne, le collier, et ce qu'il appelle les bretelles. Bon, comprenez, le trône, assis sur le trône, et etc. Donc, voilà un peu l'image de ce qu'il expliquait, de l'image dont il en faisait la description, du phénomène qu'il appelle Amon, Amonra, Amonri. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris cette première partie. C'est un livre immense, vous avez compris, environ 450 pages. Mais bon, l'objectif, c'est qu'on va juste vous faire comprendre le phénomène mythomanique pour que derrière, vous puissiez faire vos recherches et pour que derrière, vous puissiez amplifier effectivement la connaissance. Ne gardez pas cette connaissance pour vous. Partagez la connaissance. Ne soyez pas chiche. Eux, ils ont non seulement chichardisé avec, et lorsqu'ils ont compris que cette connaissance allait permettre à établir leur domination du mensonge, ils l'ont diffusé en fait. Donc moi, j'aimerais bien que vous diffusez le savoir. Lorsque le frère Tot Djewuti fait des lives où il prend 3 heures, 4 heures pour expliquer le phénomène, j'ai envie de dire, il faut franchement saluer ce travail. Il faut saluer ce travail, j'ai envie de dire. Nous, on est là, on est devenus des bons paresseux parce qu'on sait que nos frères sont perdus dans les religions, mensongères, copieuses, imitatrices. Ça fait quand même 2000 ans qu'on attend quelqu'un, il vient jamais. Ça fait je ne sais pas combien d'années. On nous raconte que le prophète Mohammed, il n'est jamais là. Je ne suis pas sûre qu'il y a un arabe qui avait nous dit qu'il a vu ces 72 vierges là. Donc, ça fait des années qu'on se perd dans les sectes sataniques. On a des frères qui sont satanistes, des sœurs satanistes. Et depuis, rien, leur vie ne change pas en fait. Donc, il faut arrêter de nous endormir. Il faut arrêter de voir de telles séances, de les garder pour soi, de se dire, bon, voilà, il faut partager mes frères. Le questionnement est là. J'ai pas trop le temps, c'est vrai, de parler du christianisme, de l'islam, de la juiverie, des sectes sataniques leucodermiques. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais il y a déjà d'autres chaînes qui en parlent. Comment c'est de la fourberie. Mais la question est de savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Les solutions, je vous ai dit de 1, demandez-vous qui vous êtes. Moi, je me suis demandé plusieurs fois qui je suis. Qui je suis en fait. Plusieurs fois. Le noir se pose-t-il réellement la question, qui est-ce qu'il est? Est-ce que vous vous posez réellement la question, qui vous êtes? Je vous ai dit que cette question, je vais la poser dans toutes mes séances. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Que voulez-vous? C'est quoi la fin? Sans cette question, vous ne pouvez pas entamer ce processus. Sans cette question, vous ne pouvez pas entamer le processus. Quand je vois comment nos frères ont perdu leurs années, bon, on ne va pas dire que c'est une perte. Ils ont pris de leur temps pour faire ces recherches. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nos ancêtres ont réalisé? Quand on voit comment ils ont pris le temps de faire ces recherches et qu'on n'arrive pas à le saluer, qu'on n'arrive pas à le montrer, à le diffuser, qu'on n'arrive pas à le partager, qu'on n'arrive pas à soutenir, qu'on n'arrive pas à liker en fait. C'est terrible. Que nos frères qui sont dans les religions n'arrivent pas à un moment à regarder et à s'expliquer derrière. Il faut s'expliquer.
derrière. Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qu'on a fauté en fait? À Kama Kachupa, c'était le travail. Aujourd'hui, on vous dit, il faut attendre, il faut prier. Depuis que vous priez, rien. Il faut travailler, mes frères. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir en attendant les choses imaginaires. Les leucodèmes, ils ont menti. Champollion, le jeune, sait bien ce qu'il a fait son travail, mais au fond, lorsqu'on voit, par exemple, ce livre, il y a trop de mythomanie. Et il y a aussi des éléments qui peuvent nous être assez utiles. Malgré tout, vous voyez, moi, je ne suis pas, je vous l'ai dit, je ne suis pas kamitologue, je ne suis pas égyptologue ou kamitologue. Mais parce que quand même, j'ai fait des fouilles derrière, je sais que des choses sont fausses. Et parce qu'effectivement, je comprends limite quand même la langue leucodermique, je comprends les limites et je comprends les mythomanies. Et également en étudiant les époques, comprenez, on arrive quand même à faire la différence entre telle époque et telle autre époque en fait. Vous voyez, on différencie les époques et on sait que là, c'était déjà fini en fait. Là, à la période 3e, 4e ou 10 siècles avant notre ère, c'est quand même déjà la fin de Kemet. Kemet est fini, Kemet est envahi. Ce n'est plus la même chose. C'est la Grèce, c'est Rome, c'est Perse. C'est fini. Bon, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à partager. Liker, partager, soutenez les chaînes de nos frères qui font ce type de recherche, qui travaillent dur pour ça. Soutenez ces chaînes en fait. Chaque fois que je vois leurs lives, leurs émissions, je like, je partage. Je like d'abord. Je like d'abord parce que c'est un soutien. Ils ne nous demandent pas forcément de l'argent, mais je soutiens d'abord. Je like avant de voir. Parce que j'ai appris leurs recherches. J'ai même acheté leurs livres. Incroyable. C'est vrai qu'il y a des points linguistiques sur lesquels je ne suis pas toujours d'accord. Mais ce travail de recherche est immense. Vous voyez, c'est immense. Donc, d'ici là, bon, je vous remercie. On se reverra une autre fois. Bibala.